Dans l'épisode précédent, en à peine 2 décennies, Lyon est passé de la seconde division à une série de 7 titres consécutifs de champion de France. Une performance inédite en France, pour l'instant, et ce grâce au formidable travail de Jean-Michel Aulas et de son directeur sportif, Bernard Lacombe, usant d'un recrutement ciblé via sa filière brésilienne, mais aussi en attirant les meilleurs talents de Ligue 1. Car après avoir disputé un quart de finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire en 2004, les Rodaniens vont passer dès 2005 dans une autre dimension. Entre coups d'éclat, scores spectaculaires et immenses désillusions, l'OL nous a fait rêver, l'OL nous a fait pleurer. Mais surtout l'OL va élever son niveau de jeu à tel point qu'il en traumatisera certains. Le duel face à Eindhoven, le Milan, la Roma, Manchester United et encore et toujours le Real. Voici la suite de notre série sur le grand Lyon des années 2000. Ah non, ça c'est vraiment, monsieur Nielsen, faut avoir aucune sensibilité pour le foot. Été 2004, malgré les départs de Louis Ndoula pour Marseille et d'Edmilson pour le Barça, Lyon se renforce avec l'arrivée d'un grand espoir français au poste de latéral gauche, l'ex-lillois Eric Abidal, ainsi que celle du Brésilien Chris pour remplacer Edmilson en défense centrale. Lyon ne veut pas dépendre uniquement de Giovanni Elbert, lequel va d'ailleurs gravement se blesser en début de saison 2004-2005, et c'est ainsi que Lyon accueille un invincible d'Arsenal en fin de contrat, Sylvain Wiltord, très bon gage d'expérience, sans oublier un autre espoir parmi les attaquants français, Pierre-Alain Fro en provenance de Sochaux, et un Brésilien, encore un certain Nilmar. L'OL dispose donc d'un effectif encore plus impressionnant lors de la saison 2004-2005, en témoigne cette densité spectaculaire au milieu de terrain, Mahamadou Diarra pour barrer les attaques adverses, Juninho devant lui qui n'était pas uniquement un tireur de coups francs, mais qui avait aussi une conduite de balle digne d'un footballeur de très haut niveau, et ce aux côtés du Ghanéen Michael Essien, et les ailiers français Florent Malouda et Sidney Govou. Et cette équipe écrase tout sur son passage, le reste de la Ligue 1 est en grande souffrance. Un règne sans partage, tout le monde s'émerveille parce que même s'ils ne trouvent pas la solution offensivement, ils peuvent toujours compter sur une arme fatale. Les coups francs de Juninho. Avec cette manière bien particulière de frapper le ballon, puissant ou en feuille morte, avec un ballon qui ne doit pas être trop proche de la surface, de façon à respecter sa trajectoire naturelle et qu'il est temps de redescendre sous la transversale. Tous les portiers tombent dans le panneau. Mention spéciale à Jérôme Alonso et au regretté gardien du TFC, Christophe Revaux, qui ont tous deux participé à un sketch pour Canal, sacrée époque. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Alonso, gardien de but du PSG, bon ça, c'est fait. Mais surtout, président d'une nouvelle association, s'appelle le DAJ, c'est le dispositif anti-Juninho. Comme tous les jours, Christophe R. de Toulouse vient ici à la recherche de son bourreau. Juninho, tu es où, Juninho? Juninho! Le 5 février dernier, cet homme a été victime par 2 fois du Brésilien Juninho. 2 coups francs qui ont traumatisé à jamais ce gardien de but. Juninho! Mais oui, bien sûr. Vite, vite, à gauche, à gauche, à gauche! Il va frapper, vite! Christophe Revaux est extrêmement perturbé, il parle portugais tout le temps, il se réveille, il est complètement... il a des hallucinations dont on ne s'explique pas médicalement l'origine précise. Sabes, o Juninho e mal con os guarda-redes. Méchant Juninho, très méchant. On pense évidemment très fort à Christophe Revaux et à sa famille, après sa tragique disparition. En bref, vous l'avez deviné, avec cette équipe, au-delà des coups francs de Juninho, le danger vient d'absolument partout. Une équipe qui semble tellement imprévisible que certaines grosses écuries européennes vont se faire avoir.
2004-2005, dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, l'OL accueille le grand Manchester United de Sir Alex Ferguson à Gerland. Avec pourtant du très beau monde côté anglais, pour ne pas dire des légendes, ces Lyonnais ne seront absolument pas intimidés, au contraire, d'entrée, ils sont d'attaque. 2-0 à la pause. Waouh, quelle intensité, quel niveau de football. En seconde période, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo reviendront dans le match, mais sans gagner. Score final de partout. Et par la suite, que ce soit face au Sparta Prague ou face à Fenerbahçe, TF1 ne se trompe pas en choisissant de diffuser très régulièrement les performances de l'OL en Coupe d'Europe, avec un spectacle toujours au rendez-vous. C'est dingue, hein, Lyon est tellement fort qu'à chaque match de Ligue des Champions, il se passe un truc. Le club du Rhône enchaîne les buts et termine logiquement premier de son groupe. Lors de ce premier tour, Lyon va inscrire pas moins de 17 buts en 6 matchs, tout simplement la meilleure attaque de cette phase de groupe en 2004, dont 10 buteurs différents, parmi eux les jeunes Nilmar, Idangar et même Bergogneau lors de la Manita 5-0 sur le Sparta Prague. L'Europe est unanime à leur sujet, personne ne veut tomber sur eux lors du tirage au sort. Et je vous confirme, j'étais bien content qu'Arsenal, même à l'époque de Thierry Henry, ne tombe pas sur eux. Même si je les aime, mes Gunners, au fond de moi, j'étais persuadé qu'on allait se faire défoncer. Mais vraiment. Et en 2005, la malheureuse victime en huitième de finale se nomme le Werder Brême, champion d'Allemagne surprise avec dans ses rangs des joueurs comme Johan Miku, Valérien Ismaël, Miroslav Klose, Tim Borowski ou encore Nelson Baldes. Il y a de quoi appréhender ce Werder dans son enceinte du Weserstadion, car cela reste tout de même une équipe très compétitive, mais l'OL va avoir la bonne idée d'ouvrir le score très tôt. Par la suite, le club allemand va pousser jusqu'à faire plier les Lyonnais, mais les hommes de Paul Le Guen résistent très bien. Et contrairement à la pensée collective, ce huitième de finale n'était pas du tout facile pour Lyon, sauf qu'à la 79e, la frappe de Mahamadou Diarra va plier l'affaire. 2-0, jusqu'à ce que M. Juninho ne trompe le jugement de Thierry Gilardi et Jean-Michel Larquet aux commentaires. Il est un peu loin, Jean-Michel. Il est un peu loin. Demandez à Christophe Revaux s'il est loin. Attention quand même à Juninho. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est incroyable. Oh là là. Rien n'est jamais trop loin pour Juni. Score final, 3-0 à l'extérieur, Lyon corrige le champion d'Allemagne. Mais attention, car si vous avez suivi l'épisode précédent, vous vous rappellerez que le Werder avait réalisé une remontada en Coupe UEFA il y a quelques années contre ce même OL, cette fois en 2005. Lyon ne veut laisser aucun espoir pour le Werder. Ça, je pense que Paul Le Guen l'a rappelé à ses joueurs, ce qui explique entre autres ce score très large au retour. Le Werder subit une véritable humiliation. Victoire des Lyonnais 7-2, soit 10-2 sur l'ensemble des deux matchs. Lyon vit un rêve éveillé et le tirage au sort leur donne un quart de finale plutôt abordable sur le papier, le PSV Eindhoven. Abordable sur le papier, parce qu'attention, ce PSV Eindhoven est tombeur de l'AS Monaco au tour précédent. Cette équipe représente un piège parfait, avec des joueurs extrêmement doués techniquement. On pense aux deux excellents joueurs coréens, Lee Young-pyo et Park Ji-sung, le très rusé Marco Van Bommel, le Suisse Johan Vogel et l'expérimenté Philippe Cocu. Rien qu'au milieu de terrain, ce PSV semble très solide, sans oublier les grands gabarits en défense, André Houyer, le futur Brésilien de Chelsea et du Paris Saint-Germain, Alex, et le gardien Aurelio Gomes. Un PSV Eindhoven qui est en train d'écraser son championnat néerlandais, et on ressent dans cette équipe beaucoup de maturité. À Gerland, M. Colina sera à la baguette de ce quart de finale aller. Tout est en place pour un grand match. Maintenant, on va voir ce que valent ces Lyonnais. Et dès la 12e minute, l'OL concrétise sa large domination par Florent Malouda. Les Néerlandais sont bousculés mais ne s'affolent pas. Au contraire, cette équipe fait preuve d'un calme assez déroutant. Attention à ne pas leur laisser trop d'espace. Lyon ne mène que 1-0 à la pause et aurait pu faire beaucoup mieux, surtout en seconde période où Govou rate une occasion en or. Les Lyonnais poussent mais ne parviennent toujours pas à se mettre à l'abri, et après avoir mené pendant près d'une heure dans ce match,
dans le dernier quart d'heure. Philippe Cocu, le vieux sage, permet à Eindhoven de décrocher le nul à Gerland, un partout. Grosse désillusion pour l'OL qui sera dans l'obligation de marquer une semaine plus tard dans la chaude ambiance du Philippsstadion. Alors là, il n'y avait plus qu'une semaine entre le match aller et le match retour, et pour ma part, et même dans la presse, on le ressentait un peu, malgré la surdomination de l'OL au match aller, on n'était pas serein. Lyon est dos au mur avant ce match retour à l'extérieur, et dès le début de la partie... Attention les balles pour Sylvain Wiltord. But. Bien joué. Voilà. But inscrit par Sylvain Wiltord. 1-0, l'OL tient le bon bout, mais attention à la réaction du PSV. Recule les Lyonnais, Jean-Michel, il recule. Attention à Bobel. La frappe, elle est au-dessus. Attention, il faut pas l'oublier. Parc qui écarte vers Farfan, le centre de Farfan. Dans le dos de Vénégor. Quelle pression des Néerlandais là. Et pendant que l'arbitre danois M. Nielsen, d'habitude très bon, n'y est pas du tout ce soir-là, les Néerlandais se montrent malins et jouent avec lui. Van Bommel qui en rajoute, on le voit, il a regardé l'arbitre et puis après il est reparti dans des gestes de douleur. Alors oui, Van Bommel en fait des tonnes, mais à la base de tout ça, une énorme faute de Diarra, lequel était pourtant déjà averti à ce moment-là. Le Malien est passé tout près de la correctionnelle et très honnêtement, cela méritait un rouge. Mais M. Nielsen était placé tout près et a certainement vu à vitesse réelle que ses crampons avaient touché le ballon avant le torse de Van Bommel. Il n'empêche que c'est un geste très dangereux, Diarra et les Lyonnais ont eu très chaud et mènent 1-0 à la pause. Mais la pression du PSV et du public se fait de plus en plus forte et en seconde période. Il n'a pas attendu le sifflet, il n'a pas attendu le coup de sifflet. La récupération d'Alex, c'est le but. L'égalisation d'Alex. Plus le chrono tourne, plus on sent que l'Olympique Lyonnais perd le fil. Pourtant ce sont eux qui se montrent les plus tranchants sans pour autant trouver la faille. Ça plonge devant Gomez, juste au-dessus des ciels, la reprise de Chris. Oh, s'est dirigé vers le but. Chris en retourné. Ça passe à gauche de la cage de Gomez. Les Lyonnais sont en pleine offensive quand soudain... C'est peut-être pas fini avec Malouda. Oui, c'est fini parce que l'arbitre a sifflé. Oh, il n'a même pas laissé jouer Malouda. Non. Petit truc comme ça, voyez. Oh non, mais ça c'est atroce. Ah non, ça c'est vraiment, monsieur Nielsen, faut avoir aucune sensibilité pour le foot. C'est des petits trucs comme ça. Oh là là là. Allez, Neymar. Il va vite, Neymar, il va vite. Oh, accroché. Oh, pénalty. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Nielsen? Oh, il dit sortie de but. Oh. Monsieur Nielsen qui était à 30 mètres dans l'action. Alors on va revoir ça. Oh, ben il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Oui, il n'y a pas de doute. Mais oui, il n'y a pas de doute. Monsieur Nielsen. Oh là 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 là. Incroyable. On l'a tous vu en direct. Les spectateurs, le stade, tout le monde, sauf Monsieur Nielsen. Encore aujourd'hui, on s'en souvient, le fameux « il y avait pénalty sur Nilmar ». Mais ensuite... il s'est ouvert le chemin du but. Ça a été dévié. Oula. Alors oui, Cachapa se protège le visage de la main droite, mais le bras gauche est décollé du corps et dévie le ballon hors cadre. Mais était-ce volontaire? Difficile à dire, en tout cas, personne ne l'a vu, même les joueurs d'Eindhoven. Or, aujourd'hui, le VAR n'aurait certainement jamais laissé passer ça. Et après tous ces événements, il semblerait que le PSV Eindhoven ait fait preuve d'un peu plus de maturité et abordera la séance de tir au but avec un ascendant psychologique. Cruel scénario pour les Lyonnais qui ont mené 2 fois au score sur l'ensemble des 2 matchs, une élimination au goût amer. Je me souviens de l'atmosphère le lendemain sur la cour de récré, même moi qui n'étais pas fan de l'OL, j'étais dégoûté. Elle était très bonne cette équipe du PSV, mais franchement il y avait tellement la place. Lyon a encore des progrès à faire pour tutoyer le très haut niveau européen, parce qu'en Ligue 1,
tout roule. Les Rodaniens s'adjugent un 4e titre consécutif de champion de France en 2005 et parallèlement, l'entraîneur Paul Le Guen cède sa place à Gérard Rouillet, un homme d'expérience qui a remporté notamment la Coupe UEFA avec Liverpool en 2001. Avant de se renforcer un peu plus en été, après le départ de Michael Essien pour Chelsea, l'OL enregistre l'arrivée de l'attaquant norvégien John Carew et du brésilien Fred. Des atouts offensifs capables de se montrer décisifs dans les grands rendez-vous. La priorité de Jean-Michel Aulas est claire, il faut aller plus loin dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et lors de cette saison 2005-2006, Lyon aura l'occasion de se tester lors du premier match de phase de poule en accueillant le Real Madrid. Un match de gala à Gerland où les Lyonnais vont arborer ce splendide maillot noir d'Europe avec classe et puissance. Certes, ce Real Madrid était en pleine crise, avec des Galactiques pour la plupart absents lors du match aller, l'occasion était trop belle pour ces Lyonnais. Le franc joué par Juninho, une frappe, le but, elle est déviée, il à 3, elle tente la frappe, le voilà, et Roland Courbis, ça avait raison, coup franc de Juninho. Les temps pour décaler avec c'est somptueux, c'est somptueux, c'est somptueux. Ce soir-là, ils infligent une correction au Real Madrid, 3-0, et même au match retour à Bernabéu, Gucci les fera à peine douter puisqu'en seconde période, John Carew fera preuve d'une superbe inspiration. L'OL tient le Real en échec un partout à Madrid et termine une fois de plus en tête de son groupe. L'occasion pour eux de prendre leur revanche en 8e de finale face à Eindhoven. Mais bon, le truc c'est que les meilleurs éléments d'Eindhoven sont déjà partis, c'est donc un PSV fortement amoindri, mais néanmoins, les Lyonnais feront le job au match aller sur ce coup franc de Juninho, victoire 1-0 au Philips Stadion, avant de dérouler au match retour à domicile. Victoire 4-0, soit 5-0 sur l'ensemble des deux matchs, énorme. Chaque année, l'OL progresse, et cette fois, en quart de finale, c'est du très lourd au tirage au sort qui attend les Lyonnais. L'AC Milan de Carlo Ancelotti. Alors, entre Porto en 2004 et Eindhoven en 2005, ça a été à chaque fois des équipes surprises que l'Olympique Lyonnais a rencontré en quart de finale, mais là cette fois c'est une très grosse écurie où Lyon ne part pas du tout favori. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2003, finaliste très malheureux en 2005, l'expérience coule dans les veines de ses joueurs, parmi eux, Dida, Cafu, Maldini, Costa Curta, Nesta, Stam, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaka, Shevchenko, bref. Si l'OL parvient à éliminer ces rossonneries, alors là, et je suis très sérieux, ils peuvent prétendre au titre. Il n'y a plus de limite à se fixer, mais problème, Juninho est suspendu pour ce quart de finale aller, et sans ses coups francs, dans ce genre de match où il n'y aura pas beaucoup d'espace, pas beaucoup d'occasions, ce n'est plus la même chanson. Les hommes d'Ancelotti ont obtenu ce qu'ils sont venus chercher, un score nul et vierge, 0-0. Lyon n'a cette fois pas encaissé de but à domicile, mais il va falloir quand même marquer dans l'enceinte de San Siro, plus facile à dire qu'à faire. Juninho est de retour dans le 11 de départ, la grosse équipe de l'OL semble fin prête au défi immense qui les attend. Attention à ne pas se faire prendre par l'intensité des Milanais, et malheureusement à la 25e minute, ce poison de Filippo Inzaghi ouvre le score. Cette fois les Lyonnais n'ont plus le choix, ils doivent impérativement marquer. Et peu avant la pause... C'est parti. Oh, il y avait 3. Il y a égalisation de Diarra qui égalise. Diarra, le colosse du milieu de terrain, trouve la faille. Incroyable, à la mi-temps, ce but à l'extérieur qualifie virtuellement les hommes de Gérard Rouillet. Le problème maintenant, c'est la seconde période. Imaginez si l'OL éliminait ce Milan avec tous ses joueurs de classe mondiale. Mais on peut déjà se satisfaire d'une chose, quel régal de les voir rivaliser avec ce qui se fait de mieux en Europe. Lyon est si proche, mais ce chrono tourne très lentement. Cela devient de plus en plus dur, et à la 88e,
Milan trouve la faille. Et le malheureux François Clerc commettra cette faute en toute fin de match pour offrir à Milan un 3e but. Score final 3-1, un résultat extrêmement sévère pour des Lyonnais qui ont tout donné pour la 3e année consécutive. Le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes se refuse toujours à eux. Et c'est d'autant plus cruel que le Milan sera éliminé de justesse en demi-finale par le Barça, 1-0 sur l'ensemble des 2 matchs, dont une action très litigieuse au match retour, où une faute de Shevchenko a été sifflée sur Puyol alors qu'en fait, il n'y avait rien. Qu'est-ce que j'aurais voulu voir ces Lyonnais disputer cette demi-finale contre le Barça de Rijkaard. Ça aurait été dingue, mais c'est le football. Ceux qui ont vécu ces aventures lyonnaises sur TF1 ne s'arrêtent pas uniquement à un résultat et à un quart de finale, ils étaient vraiment tout proches, pour ne pas dire à armes égales des grandes écuries de l'époque. Et le départ de Mahamadou Diarra en fin de saison 2006 pour le Real Madrid va alimenter les envies d'ailleurs de certains, tout en donnant plus de place au Portugais Thiago Mendes au milieu de terrain. Néanmoins, si les cadres sont de plus en plus sollicités par les grands d'Europe, ils décident presque tous de rempiler pour une saison supplémentaire, et en 2006-2007, le désormais quintuple champion de France bat de nouveau le Real Madrid de Ruud van Nistelrooy, 2-0 à Gerland. Et même au retour au Bernabéu, en menant 1 puis 2-0 dans l'antre madrilène, avec notamment un match incroyable de John Carew qui va étourdir le futur Ballon d'Or Cannavaro. Pourtant Lyon va se faire rejoindre à 2 partout et évitera de justesse la défaite sur ce penalty manqué de Van Nistelrooy. 2 partout score final, c'est presque devenu une habitude, mais Lyon, avant même la dernière journée, est certain de terminer en tête de sa poule. Le Real est une nouvelle fois dompté. Sauf que les protégés de Gérard Rouillet vont devoir résoudre une énigme sur le terrain de la Roma, composée à l'époque de Philippe Mexès, mais surtout de la légende Francesco Totti. Tenue en échec 0-0 au Stadio Olimpico, la Roma va réussir un exploit inattendu à Gerland. Scotché par les passements de jambes de Mancini, Réveillère se fait éclipser et l'OL échoue dès les 8e de finale de Ligue des Champions. Défaite 2-0. Sacré coup d'arrêt puisque c'est la première défaite de l'OL en 3 ans et demi à domicile sur la scène européenne. Une contre-performance qui sonne comme le début de la fin. Florent Malouda et Eric Abidal s'en vont, tout comme un Sylvain Wilter de vieillissant, des joueurs qui au top de leur forme étaient indispensables puisque sans eux, le club rhodanien va sentir la différence. Gérard Rouillet s'en va, Jean-Michel Aulas choisit Alain Perrin pour reprendre le flambeau, un profil un peu moins prestigieux que son prédécesseur, car cette saison 2007-2008 a bien failli être celle de la chute en Ligue 1. Désormais, les rênes de l'attaque sont confiées à un jeune du centre de formation qui affiche des qualités exceptionnelles, un certain Karim Benzema. Contrairement aux autres années, la lutte pour le titre sera acharnée et ce n'est que lors de la dernière journée que Lyon remporte son 7e et dernier titre de champion de France en 2008. Et en plus, l'Olympique Lyonnais remportera un trophée qu'il n'avait encore jamais gagné depuis le début de son hégémonie, la Coupe de France. Pourtant, Jean-Michel Aulas ne conservera pas Alain Perrin, les deux hommes n'étant pas sur la même longueur d'onde. Même en Ligue des Champions, ça a été très difficile, notamment au premier tour où les Lyonnais ont dû arracher leur qualification lors de la dernière journée pour les 8e de finale face aux Glasgow Rangers et en 8e de finale face à United. Benzema s'est retourné, la frappe de Benzema et le but, formidable enchaînement, Karim Benzema. Oh, quel but exceptionnel. L'OL a impressionné mais s'est fait reprendre en toute fin de match sur un but à la 87e de Carlos Tevez et au retour, Sir Alex a fait du Ferguson. Lyon est une nouvelle fois éliminé en 8e de finale mais maigre consolation cette année-là en 2008, c'est Manchester United qui remportera la Ligue des Champions. L'OL est repris par Claude Puel, des Lyonnais qui doivent faire avec une nouvelle génération incarnée par Miralem Pjanic, Kim Kallström, Hugo Lloris, Jérémy Toulalan, Karim Benzema. Le Bordeaux de Laurent Blanc réalisera une série de victoires impressionnantes en fin de saison 2008-2009, une cadence que l'OL ne peut plus suivre. Le roi va finir par tomber. La série prend fin, le titre de Ligue 1 est décerné à un autre club que l'OL, Bordeaux est champion.
Au moment où je me tourne, il n'y a toujours eu aucun club hormis Lyon ayant réussi à remporter 7 titres consécutifs, je dis bien consécutifs, de champion de France. Ça, c'est vraiment dingue. Gagner des titres, c'est une chose, mais la régularité, c'est vraiment ce qui est le plus dur dans le football. Bien sûr, il y a eu le Grand Saint-Etienne dans les années 60 et 70 qui a remporté 10 titres au total, mais au maximum 4 consécutifs. Même chose pour l'OM qui en a remporté 4 à la suite, le 5e n'étant pas attribué pour cause d'affaires VAOM en 93. Et plus récemment, le Paris Saint-Germain sous l'ère QSI en remportera 10 jusqu'à 2024, certainement un 11e en 2025. Mais là aussi, Paris n'en a jamais remporté plus de 4 à la suite. Pour l'instant, ce record appartient toujours à l'OL des années 2000. C'est dire à quel point cette équipe a marqué les esprits et bien évidemment l'histoire de notre championnat. En 2009, bien que moins conquérant qu'auparavant, l'OL rivalise toujours avec les plus grands. Dans la surface, elle est patente, on a un incroyable, 1-0, il est incroyable ce Juninho, c'est le meilleur tireur de coup franc de la planète. Quel chef-d'œuvre! Un partout lors de ce 8e de finale aller à Gerland, avant de cette fois prendre une leçon au Camp Nou, les Lyonnais ne parviennent plus à passer le cap des 8e de finale. Leur rêve européen semble s'être envolé pour de bon. Pourtant, après le départ de Karim Benzema en 2009 et l'arrivée de l'Argentin Lisandro Lopez en provenance de Porto, en hiver, l'OL va sortir une très grande performance sur le terrain de Liverpool après des buts signés Maxime Gonalon et César Delgado, synonyme de succès de prestige à Anfield, 2-1. Et en 8e de finale en 2010, Lyon croise de nouveau la route du Real Madrid, tiens. Sauf qu'en face, il y a quand même des Cristiano Ronaldo, Kaka, Gonzalo Higuaín et autres Sergio Ramos au moment où la sélection espagnole était au sommet. Sur le papier, c'est mission impossible. Mais comme vous le savez, celui qui a toujours le dernier mot, c'est le terrain. Et décidément, le Real est maudit à Gerland. Pour la 3e fois en 5 ans, Lyon s'impose sans encaisser de but, victoire 1-0 sur un but du Camerounais Jean de Makoun, avant un match retour frénétique à Bernabéu. Dès le départ, Ronaldo marque, mais en seconde période, l'OL ne se laisse pas faire. Allez, ballon dans la surface, maintenant le but. Le but de Pjanic. Ah oui, la surprise ici à Bernabéu avec cette équipe de Lyon. Et là, c'est pas du tout la même chanson, car désormais le Real doit marquer 2 fois pour se qualifier. Incroyable scénario. Et la lumière vint de Miralem Pjanic. Un partout. Lyon élimine les Galactiques 2.0 et file en quart de finale pour y défier l'équipe de Laurent Blanc, des Girondins de Bordeaux qui font très forte impression cette saison-là en Ligue des Champions. Certains se disaient « Oh, c'est Bordeaux, c'est facile ». Attendez, au premier tour, ils ont pris 16 points dans un groupe avec la Juve et le Bayern. Je vous renvoie vers ma vidéo consacrée aux Girondins si vous ne me croyez pas. En quart de finale, il n'y a aucun match facile. Et pour la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions, nous aurons droit à un quart de finale 100% français. Et ce match aller Lyon-Bordeaux à Gerland ne va décevoir personne. Une rencontre rythmée, engagée, sans temps mort, bref, une superbe publicité pour la Ligue 1. Lyon s'impose enfin dans un quart de finale, succès 3-1. Malgré sa défaite 1-0 à Chabandelmas, Lyon réalise son rêve en atteignant pour la première fois de son histoire le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et cette année-là, c'était paradoxal parce que Lyon avait une équipe moins forte qu'il y a 2 ou 3 ans. Mais hélas, en demi-finale, les Rodaniens ne vont pas exister face à la maturité du Bayern de Franck Ribéry. Un dernier coup d'éclat avant que la chute ne s'accélère. Car en 2012, après une élimination en 8e de finale contre les modestes chypriotes de la poêle Nicosie, Lyon va toucher le fond. Certaines recrues ont été très onéreuses, comme Yohan Gourcuff ou encore Abdulkader Keita, sans obtenir les résultats escomptés. Jean-Michel Aulas doit passer par un dégraissage, en vendant ses meilleurs éléments dont Hugo Lloris, et malgré quelques étincelles maintenues par les jeunes Alexandre Lacazette, Nabil Fekir ou encore Corentin Tolisso, Lyon a beau tenter de relancer la machine, mais la recette miracle ne fonctionne plus. Quelques étoiles filantes vont néanmoins éclairer ce ciel assombri en 2017, où l'OL atteindra le dernier carré de la Ligue Europa après avoir éliminé la Roma et le Beşiktaş, mais les Rodaniens auraient pu espérer tellement mieux en demi-finale après un match aller complètement raté sur le terrain de l'Ajax. Dommage, parce qu'au retour, on a senti qu'il y avait de la place. Même si l'OL est devenu le premier club français à devenir seul propriétaire de son stade, tout fan de foot qui se respecte s'attriste énormément de voir un club mythique de Ligue 1 dans une telle situation. Heureusement, en 2020, l'Olympique Lyonnais va vivre un dernier frisson sur lequel nous reviendrons très prochainement,
à travers un épisode inédit. Aujourd'hui, l'OL des années 2000 n'est plus qu'un lointain souvenir, mais rien n'était plus fort et plus marquant que le seul et unique roi de France. Et surtout, chers supporters lyonnais, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas qu'un lion ne meurt jamais. Il dort. Merci à tous ces joueurs lyonnais de nous avoir fait rêver, et plus que jamais, longue vie au roi.